Notre Dieu d'amour qui est dans le ciel, nous te remercions de nous avoir réunis à nouveau aujourd'hui pour les messages qui nous ont inspirés toutes ces années et qui ont été revus ce matin. Nous te remercions. Nous venons t'adorer pour apprendre plus sur toi et sur ton royaume. Et nous nous rendons compte que nous avons besoin de comprendre l'ennemi pour nous comprendre nous-mêmes. Nous te remercions donc pour les prophéties bibliques qui mettent en lumière les royaumes de ce monde. Et alors que nous regardons à nouveau cela aujourd'hui, nous te prions de nous guider et de nous montrer ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Ainsi, Seigneur, ne nous quitte pas avant de nous avoir bénis. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, nous continuons à regarder la Chine. J'ai réécrit le tableau que j'avais précédemment noté et je l'ai fait débuter en 1989 pour pouvoir l'étoffer. Il y en aura d'autres éléments que nous devrons ajouter à la fin, mais j'ai supprimé pour l'instant toute l'histoire antérieure à 1989 et j'ai laissé de côté les histoires intermédiaires entre 1989, 2001, 2014. C'est par rapport à la place, hein. J'ai pas beaucoup de place, mais ces informations sont importantes car ces histoires se construisent les unes sur les autres. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de Xi Jinping. Mais pour comprendre notre présent et notre avenir, nous savons qu'il faut remonter dans le passé. Nous allons donc remonter très loin dans le passé pour comprendre l'empereur d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais que nous revenions en arrière et que nous fassions le point sur l'histoire de la Chine. La Chine est considérée comme l'une des civilisations les plus durables et les plus continues. L'une des civilisations continues les plus durables. Il situe généralement le début de son histoire aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. C'est très loin, hein? Si on considère que la tour de Babel date d'environ 2100. Donc l'an 2000 avant Jésus-Christ est une date approximative, à 100 ans à peu près, hein? À peu près 100 ans avant ou après. C'est à peu près à cette période que l'on peut situer la civilisation chinoise. Et entre 2000 avant Jésus-Christ et 900 après Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la Chine ancienne. Entre 900 après Jésus-Christ et 1912, on va dire le 1er janvier 1912, on a la Chine impériale. « 1912 a été une révolution. Elle a commencé en 1911. Mais cette révolution était donc un soulèvement qui a aboli la dynastie Qing. Ils ont alors instauré une république, ce qui est connu comme la République de Chine. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Donc on a à peu près un peu moins de 4000 ans d'histoire, une histoire très longue et très complexe. Mais il y a dans cette histoire une certaine répétition qui mérite d'être soulignée. Donc, comme je l'ai dit, elle est reconnue comme l'une des civilisations continues les plus durables. Nous savons, grâce à la prophétie biblique, que nous considérons Babylone
comme étant la civilisation prophétique la plus longue. En ce sens que là, la tête c'est Babylone et que les pieds sont Babylone. Mais ce n'est pas ainsi que le monde voit les choses. Donc d'un point de vue prophétique, on sait que la Babylone existe depuis bien plus longtemps que la Chine. Mais dans l'histoire profane, elle est considérée comme ayant duré le plus longtemps parce que sa culture est restée relativement la même pendant ces 1000 ans. Et qu'est-ce que nous identifions à la culture lorsque nous parlons de culture? Si nous nous souvenons de la tour de Babel, qu'est-ce qui identifie une culture? Sa langue. Et elle a été continuelle, elle a un pictogramme. Donc si vous pensez aux hiéroglyphes égyptiens, les Chinois en ont une version similaire, différente, mais c'est un pictogramme. Ce sont des symboles qui représentent une image qui s'est transformée en langage. Et cela a duré. Il s'agit d'une écriture continue qui dure depuis des milliers d'années. Il y a eu, vous savez, c'est quoi la langue aujourd'hui, le mandarin, qui n'existe que depuis une centaine d'années. Auparavant, c'était le cantonais. Et ils sont assez différents. Mais la langue verbale a peut-être changé, mais l'écriture est restée la même. Et c'est ce que nous avons identifié lié à la culture. Donc elle a connu une continuité politique malgré les périodes de division et de domination étrangère. Donc il y a eu de courtes périodes pendant lesquelles les Mongols ont pris le contrôle de la Chine, mais ce n'était que des courtes périodes. Pour le reste, la succession politique a été continue. Elle a été largement unifiée pendant des siècles. Elle a connu, comme nous le verrons en détail, une succession dynastique. Donc, malgré la montée et la chute de nombreuses dynasties, elle a été dynastique ou a connu ces dynasties pendant près de 4000 ans. Et son influence, on voit l'influence philosophique de Confucius qui a duré des milliers d'années. Aucune autre civilisation ne peut se targuer d'avoir connu une succession politique, philosophique, culturelle et dynastique d'une telle continuité comme la Chine. Donc nous marquons cette période de 2000 avant Jésus-Christ à 1912 par des dynasties. Alors, ça dépend de comment on les compte. Certains estiment qu'il y a eu 12 grandes dynasties. D'autres diront qu'en fait il y en a eu 24. Et d'autres vont dire qu'il y en a eu environ 80. Tout dépend de comment vous les comptez. Mais pour les besoins de l'argumentation, nous dirons qu'il y a eu 24 dynasties au cours de cette période. Elles sont marquées par un schéma répétitif, connu sous le nom de cercle dynastique. Donc, imaginez un cercle. On voit donc une dynastie qui va prendre le contrôle du pays, qui monte. Et la raison pour laquelle elle prend le contrôle du pays, c'est parce qu'elle a reçu un mandat du ciel. Et je l'expliquerai dans un instant. Elle reçoit le mandat du ciel de diriger. Et elle va donc, pendant très longtemps diriger. C'est-à-dire que le peuple sera heureux. Parce qu'ils ont une prospérité. C'est une bonne dynastie. Ils prennent soin de leur peuple. Quelque part dans leur règne, ils vont commencer à être corrompus. Et le peuple ne sera plus heureux.
Et cela durera assez longtemps, jusqu'à ce qu'ils en aient vraiment marre. Il y aura des taxes qui augmentent, il y aura une répression, toutes sortes de choses terribles qui vont se passer, une corruption. Et le peuple sera très malheureux. Et ensuite, il va y avoir une sorte de calamité. Peut-être une calamité interne comme une guerre civile, une invasion ou une guerre externe. Il peut y avoir une sécheresse, une inondation, une famine. Et le peuple sera très malheureux et se rebellera pour renverser la dynastie et le remplacer. Cela est connu comme une rébellion justifiée. Et ça, c'est le schéma, ce cercle dynastique qui va se répéter 12, 24 ou 83 fois, selon la façon dont on compte les dynasties ou dont on les répartit sur ces milliers d'années. Donc l'idée ici du mandat dynastique, du mandat du ciel est apparu très tôt, après l'une des premières dynasties, l'un des premiers renversements de dynastie, où le peuple entrant a dit « Vous êtes corrompus, vous ne vous occupez pas de tout le monde, nous voulons prendre le contrôle, et les dieux nous ont dit que nous pouvons le faire. » C'est ce qu'ils ont appelé le mandat du ciel, et tout le monde a dit, si les dieux vous ont dit, parce que les dieux doivent être contrariés, parce qu'il y a eu des inondations, des famines, des soulèvements populaires, ou des pandémies. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de soulèvement populaire, on parle de protestation. Donc il y a eu des protestations, ou une pandémie. Et cela doit donc être un signe du ciel que nous devons nous débarrasser de vous et mettre quelqu'un d'autre en place. Peu importe la lignée, peu importe qu'il s'agisse d'un roturier. De nombreuses dynasties ont été fondées par des roturiers, sans qu'il soit nécessaire de faire partie de l'élite. Peu importe, mais une nouvelle dynastie se mettait en place, et ensuite c'était du déjà-vu. Elle suivait le même schéma. C'est similaire, mais différent du droit divin des rois en Europe. Avec le droit divin des rois, tout tournait autour de la lignée, peu importe si vous étiez corrompu ou pas, peu importe l'état dans lequel se trouvait le peuple. Si vous étiez roi, vous étiez un roi légitime, si vous étiez né dans cette famille. Ce n'est pas le cas des dynasties chinoises. Vous pourriez être légitimement renversé, mais c'est le mandat du ciel qui vous a donné votre légitimité, qui a dit que vous étiez les dirigeants légitimes. Le mandat du ciel leur a donné 3 assurances. Wrong notes. Sorry. Ok. 3 assurances. Premièrement, vous aviez le droit de diriger parce que les dieux vous l'avaient accordé, ce qui vous conférait un pouvoir religieux. Vous aviez le droit de gouverner parce que vous vous souciez plus du peuple que de vous-même, ce qui vous donnait un pouvoir séculaire. Et le droit à dominer n'était pas limité à une seule dynastie ou famille. Vous pouviez être remplacé. Et ça, c'est une rébellion justifiée.
Donc ça, c'est le cercle dynastique qui a caractérisé la civilisation chinoise pendant des milliers d'années, jusqu'en 1912. Donc, en 1912, la dernière dynastie était la dynastie Qing. Et le peuple s'est soulevé et ne l'a pas remplacé par une dynastie, il l'a remplacé par une république, la République de Chine, qui était un gouvernement nationaliste autoritaire. Et pourquoi en est-on arrivé là? Remarquons ce qui se passe ensuite. En 1927, commence la guerre civile chinoise dont nous avons parlé dans l'un de nos précédents exposés. Parce qu'il y a eu la révolution russe, qui était basée sur le communisme, et cette idéologie s'est infiltrée en Chine, et vous avez maintenant ce mouvement à l'intérieur de la Chine qui dit « Nous pouvons rendre la Chine grande à nouveau en utilisant l'idéologie communiste, Lénine. » La pensée de Lénine. Pensons, donc cela commence une guerre civile qui va jusqu'en 1949. Donc la guerre civile. Les communistes l'emportent et deviennent ainsi la République populaire de Chine. Et la République de Chine, ensuite ils se réfugient à Taïwan. Et la République populaire de Chine prend alors le contrôle. Donc, nous avons examiné cette histoire. Donc, on a eu la guerre civile. Si nous remontons à 1839, 1839 est la première guerre de l'opium. La dynastie Qing est au pouvoir et les Britanniques l'envahissent. C'est le début d'une histoire de 100 ans. Les Chinois ont un mot pour cela, ça se traduit par siècle d'humiliation. Tout ce qui pouvait mal tourner, tourne mal. Donc la Chine n'est pas seulement en proie à des conflits internes. D'autres empires créent des problèmes à la Chine. Donc nous avons la première guerre de l'opium avec les Britanniques. Les Français reprennent les régions, aujourd'hui connues sous le nom de Vietnam. On a les Japonais, je crois, qui ont pris ce qui était la Corée et Taïwan. Et la Russie, il y a eu des victimes d'incursion, à sa frontière. Les Portugais étaient impliqués, l'Allemagne a essayé de se tailler une part de la Chine. Tout ce que vous voulez en tout cas, tout le monde voulait une part du gâteau chinois. Et la Chine est également secouée par des divisions internes. La dynastie Qing est renversée et c'est de la pagaille. De vastes régions de la Chine n'ont plus de gouvernement depuis des années. C'est le chaos total. On appelle cette période le siècle de l'humiliation. Lorsque on arrive à la guerre civile et que la ROC combat l'armée rouge, qui deviendra le RPC, bien que les deux parties sont idéologiquement opposées sur la manière de rendre à la Chine sa grandeur, il y a une chose sur laquelle elles sont vraiment d'accord. Tous leurs problèmes sont causés par des influences étrangères. Les Britanniques, les Portugais, les Japonais, les Russes, les Allemands, les Français. Tous leurs problèmes sont d'origine étrangère. Donc c'est la seule chose sur laquelle ils sont d'accord. Donc Mao Zedong gagne et ne veut rien avoir à faire avec les pays étrangers. Tout ce qu'il veut, c'est rendre la Chine à nouveau grande. On va le faire tout seul. Et il lance le grand bond en avant, c'est-à-dire une révolution agricole
qui, pour faire court, tue entre 30 et 45 millions de Chinois qui meurent de faim. C'était un bon révolutionnaire, mais un très mauvais économiste et un très mauvais agriculteur. Des millions de personnes vont mourir après la révolution. Ensuite, il devient paranoïaque et lance la révolution culturelle qui fait encore 1 million de morts. Donc le pays doit donc attendre à la mort de Mao, donc lorsqu'il meurt. Il commence à penser que, vous savez, on est dans les années 50, 60, et il commence à réaliser que les étrangers ne vont plus les envahir. Ils ne sont pas intéressés par le fait de les envahir, mais ils doivent malgré tout avoir un gouvernement légitime. Comment faire pour que les gens soient heureux? Donc là, c'est l'étape suivante. Cela nous amène à 1979, où ils mettent en place des réformes économiques parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent faire quelque chose de différent, apparemment. Ensuite, nous arrivons en 1989, et nous avons des manifestations, des protestations. Donc les choses ne vont pas très bien. En 1989, il y a des grondements dans tout le pays. Voyons donc ce qui provoque ces grondements qui aboutiront finalement au massacre de la place Tiananmen. Alors, je regarde donc Wikipédia, manifestation et massacre de la place Tiananmen en 1989. On va descendre au deuxième paragraphe. Les manifestations ont été précipitées par la mort du secrétaire général du Parti communiste chinois Hu Yaobang, favorable aux réformes en avril 1989, dans le contexte d'un développement économique et d'un changement social rapide dans la Chine de l'après-Mao, reflétant l'anxiété du peuple et de l'élite politique quant à l'avenir du pays. Nous avons déjà parlé de Hu Yaobang. Les réformes des années 1980 ont conduit à une économie de marché naissante. Naissante signifie qu'elle débute et qu'elle a le potentiel de se développer. L'économie du marché naissante est très prometteuse, mais elle a profité à certaines personnes et en a gravement désavantagé d'autres. Le système politique, à parti unique, a également vu sa légitimité remise en question. Donc, à quoi sommes-nous prêts? Nous sommes prêts pour le changement de régime en 1989. Les griefs les plus courants à l'époque étaient l'inflation, la corruption, le manque de préparation des diplômés à la nouvelle économie et les restrictions à la participation politique. Bien qu'ils aient été très organisés et que leurs objectifs aient varié, les étudiants ont réclamé une plus grande responsabilité, une procédure constitutionnelle régulière, la démocratie, la liberté de la presse et la liberté d'expression. Les manifestations des travailleurs étaient généralement axées sur l'inflation et l'érosion de l'aide sociale. En fait, tous les gens ne sont pas satisfaits. Ces groupes se sont unis autour de demandes de lutte contre la corruption, d'ajustement des politiques économiques et de protection de la sécurité sociale. Au plus fort des manifestations, environ 1 million de personnes se sont rassemblées sur la place. Mais comme nous l'avons déjà dit, il y a eu des manifestations dans tout le pays, dans différentes villes. Le début du paragraphe suivant indique « Au fur et à mesure que les manifestations prenaient de l'ampleur, les autorités ont réagi en adoptant des tactiques à la fois conciliantes et rigoureuses, révélant ainsi les profondes divisions au sein de la direction du parti. » Donc le parti n'est pas très fort. Certains disent « Écoutez, nous devons concéder, soyons conciliants. Donnons-leur une partie de ce qu'ils veulent. » D'autres sont plus intransigeants. Donc il y a des factions au sein du Parti communiste. Et les partisans de la ligne dure l'emportent, comme nous le savons. Mais encore une fois, dans cette histoire, ils ont compris que ce n'est pas d'une invasion étrangère qu'il faut s'inquiéter littéralement. Mais ce qui s'insinue, c'est une idéologie étrangère, et cette idée de démocratie, de liberté d'expression et de toutes ces choses.
Donc, ils doivent essayer de trouver un moyen d'empêcher l'idéologie de pénétrer dans le pays. Ce n'est pas comme si des chars d'assaut allaient arriver, mais d'autres façons de penser s'insinuent dans le pays. Donc, telle a été l'histoire de la Chine jusqu'à présent, une histoire très 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 brève de quelques milliers d'années. Donc à 89, il y a une répression brutale. Mais il y a toujours des factions au sein du parti. Donc là où normalement il y aurait eu un changement de régime, cette fois-ci ça ne s'est pas produit. Mais il y a toujours des factions. Après 1989, nous avons Deng Xiaoping, qui est le principal dirigeant de l'époque, qui sera remplacé par Jiang Zemin, puis par Hu Jintao. Puis en 2012, lorsque nous y arrivons, nous voyons Xi Jinping intronisé chef suprême. Chef suprême signifie qu'il est président de l'armée, et ces autres titres, je les ai oubliés. Il est président du parti, chef de l'armée. Alors, je me souviens plus de l'autre. Hein. En tout cas, il est président de tout. Hein. Ça me reviendra. Donc, il est le chef suprême en 2012. Et pourtant, il y a encore des factions. Donc, les rébellions ont été étouffées. Nous avons parlé de la purge sans fin qui a été mise en œuvre en 1989. Mais il y a encore des problèmes. Ce que nous allons faire, donc, alors que nous avons cette ligne, c'est nous allons parcourir l'histoire et noter où en est Xi Jinping. Alors, il est dans toute cette histoire, mais notez quelques points de repères importants à propos de lui. Donc, 2012, il arrive en place. En 2014, le PCC, donc lorsque nous parlons de la Chine, ou plutôt de Xi Jinping, nous parlons en réalité du PCC, le Parti communiste chinois. C'est lui qui dirige tout. Il ne représente qu'environ 5% de la population, mais c'est le parti au pouvoir. Et oui, ils sont en quelque sorte synonymes lorsqu'on parle de Xi Jinping. Donc en 2014, ils ont conclu un accord de 400 milliards de dollars avec la Russie pour l'achat de gaz. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un moment où la Russie et la Chine n'étaient pas amies et que cette amitié s'est rétablie au cours de cette période. En 2014, il y a eu un véritable lien économique. En 2016, Xi et Poutine ont annoncé qu'ils étaient amis pour toujours. Je vais partager avec vous quelques articles. Donc en 2016, ils se disent être amis pour toujours. En 2019, ils ont annoncé qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Donc nous allons regarder cela de plus près. Désolé, ancienne Terry. Le tableau est très flou. Oui, je sais. Qu'est-ce que j'ai indiqué que tu ne peux pas lire? Alors, je ne peux rien lire. Tu nous enverras une photo de toute façon. Donc, vous avez une photo déjà de ce tableau, hein? Est-ce que vous pouvez voir 2012? Voilà ce que ça dit. Pour 2012, ça dit Xi Jinping. Pour 2016, il est écrit « Ami pour toujours ». En 2019, il est écrit « Meilleur ami ». Donc nous allons regarder ces deux marqueurs. Est-ce que c'est mieux là? Thank you.
En fait, avant de le faire, nous avons déjà noté 2012, il a été intronisé comme chef suprême. Donc voyons ce qu'il en est. Là, c'est un article de l'Atlantique de 2022 qui s'intitule « Voici l'empereur Xi ». Pour le dirigeant pour que le dirigeant de la Chine dirige de manière indéfinie, eh bien, il doit briser les traditions communistes et retourne à un but impérial. Pendant plus de 2 millénaires, les empereurs de la Chine impériale ont été au centre de l'État et de la vénération du public et les figures centrales d'un système sinocentrique d'affaires étrangères. Avons-nous déjà discuté de ce qu'est Sino? Est-ce que j'ai déjà dit? Sino, c'est donc le nom latin de la Chine. En latin, il n'y a pas de ch, donc le ch est remplacé par un s ou sh. Donc la Chine devient Sina, et donc chaque fois que vous voyez le préfixe Sino, c'est le latin pour la Chine. Donc les empereurs étaient donc les figures centrales du système sinocentrique, ou centré sur la Chine, en matière d'affaires étrangères. Donc tout doit tourner autour de la Chine. Alors que l'empire chinois était en train de renaître, tout comme l'était un nouvel empereur. Le dirigeant actuel de la Chine, Xi Jinping, sera probablement élevé à une stature similaire lors du 20e congrès du Parti communiste à Pékin, qui commence la semaine prochaine. Ça, c'était l'année dernière, en 2022. Et c'était le cas, hein. Il a eu un 3e mandat. Ces rassemblements politiques qui ont eu lieu tous les 5 ans servent à finaliser la composition de la haute direction du parti, révélant à la nation et au monde les vainqueurs de querelles d'arrière-boutique et de la compétition à couteau tiré. Parce qu'il y a des factions. Cette fois-ci, Xi, le secrétaire général du Parti communiste depuis 2012 et président depuis 2013, devrait s'écarter de la tradition moderne et briguer un 3e mandat. Cela lui permettrait de rester aux commandes jusqu'en 2027, mais il pourrait très bien diriger de manière indéterminée. Si les événements se déroulent comme prévu, M. Xi sortira du Congrès comme la figure la plus importante de la politique chinoise depuis Mao Zedong, qui a régné presque sans partage depuis la fondation de la République populaire en 1949 jusqu'à sa mort 27 ans plus tard. Pourtant, l'événement ressemblera davantage à un couronnement qu'à une conférence du parti. Même si les comparaisons entre Xi et Mao sont inévitables, le dirigeant chinois actuel ressemble davantage à un empereur impérial qu'à un révolutionnaire marxiste. Mao souhaitait renverser l'ordre établi tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger et a fomenté des bouleversements politiques et sociaux pour atteindre ses objectifs. Le programme de Xi est beaucoup plus proche de celui de la Chine impériale. Il a l'intention de restaurer la nation en tant que puissance dominante en Asie, au cœur d'un nouveau système sinocentrique de même nature que la position qu'elle occupait dans la région sous les dynasties. Cet héritage historique plus ancien est peut-être le meilleur guide pour comprendre les ambitions de Xi en matière de politique étrangère. Pendant des siècles, les dynasties chinoises ont constitué le centre politique, économique et culturel de l'Asie de l'Est. Leur influence s'étendait aux horizons lointains par le biais du commerce. Xi cherche à reconstruire ces liens d'influence et adopte les outils des empereurs pour atteindre son objectif. Même dans l'Antiquité, les empereurs affirmaient que leur pouvoir s'étendait à tout ce qui se trouvait sous le ciel. En utilisant la technologie du XXIe siècle, Xi a l'occasion de transformer la rhétorique ancienne en réalité moderne. Donc ce que nous voulons savoir, c'est comment il utilise les technologies du XXIe siècle pour faire de la Chine un autre empire dont il sera l'empereur. Ok. Cet article souligne que Xi Jinping va se distinguer des dirigeants qui l'ont précédé et qu'il inaugure en fait un nouvel empire qui n'est pas fondé sur l'idéologie communiste en fait.
Ok. 2016, nous sommes amis pour toujours avec Poutine. Voilà un article du Guardian. Amis pour toujours, Xi parle des liens entre la Chine et la Russie lors de la visite de Poutine. La Russie et la Chine ont conclu une série d'accords énergétiques lors de la visite du président Vladimir Poutine à Pékin samedi, renforçant les liens économiques tout en s'engageant à préserver l'équilibre stratégique des pouvoirs entre les nations. Il s'agissait du 4e voyage de M. Poutine en Chine depuis l'accession de Xi Jinping à la présidence en 2013. Les deux hommes ont souligné leur vision commune qui reflète les intérêts convergents des deux pays en matière de commerce, d'investissement et de géopolitique. La Russie et la Chine s'en tiennent à des points de vue très proches, l'un de l'autre ou presque identiques sur la scène internationale. Xi a souligné que cette année marquait le 15e anniversaire du traité d'amitié entre la Chine et la Russie et a espéré que ces deux pays resteraient amis pour toujours. Voilà pour 2016, nous allons maintenant passer à 2019. Alors, 2019. Alors, j'espère que l'écran a changé pour vous. Hein. Les relations entre la Chine et la Russie ont été officiellement améliorées par l'annonce d'un partenariat stratégique global en 5 points fondés sur la compréhension mutuelle et la coopération gagnant-gagnant. Les deux dirigeants ont également renforcé leurs liens personnels en recevant un doctorat honorifique de l'alma mater de l'autre, l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. J'ai vérifié l'université de Tsinghua. Il a déclaré aux médias russes, le président Poutine est le collègue étranger avec lequel j'ai eu le plus d'échanges. C'est mon meilleur ami et je chéris beaucoup notre amitié. Dans une visite d'État de 3 jours à Moscou, M. Poutine a emmené Xi en croisière sur la Neva à Saint-Pétersbourg, où il est né en 1952. Xi a déclaré que ce voyage était un honneur. La terre fertile de Saint-Pétersbourg a donné naissance à de grandes personnalités. C'est la fierté de la Russie et de son peuple. Donc oui, de vrais meilleurs amis. En 2020, on ne regardera pas à ça aujourd'hui parce qu'elle est liée à la pandémie, mais Xi Jinping a prononcé un discours devant l'Organisation mondiale de la santé. Et en 2022, il a annoncé un partenariat sans limite. Les Jeux Olympiques de Pékin se sont déroulés à Pékin. La plupart des dirigeants étrangers ont refusé d'y assister, mais Poutine est venu. On raconte que Xi Jinping savait qu'il allait envahir l'Ukraine, mais il lui a demandé de remettre cela après les Jeux Olympiques. Alors ça ne peut pas être vérifié, hein, mais il est certain que dès la fin des Jeux Olympiques, il a envahi l'Ukraine. Poutine a envahi l'Ukraine. Mais avant cela, ils ont annoncé leur partenariat sans limite. Nous allons donc y jeter un coup d'œil. En fait, cet article, donc à nouveau, cet article est tiré et donc il est de 2019, tiré de Foreign Policy. Xi et Poutine, meilleurs amis pour toujours. C'est une transcription de leurs remarques à Moscou en 2019. Rappelez-vous, ils sont allés pique-niquer à Saint-Pétersbourg. Donc, cette semaine, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en Russie pour commémorer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Au cours de ce voyage, les deux nations ont signé plusieurs accords commerciaux et énergétiques et ont même accueilli 2 nouveaux pandas aux zoos de Moscou. Ce n'est pas rien.
La Chine est vraiment jalouse de ses pandas. Donc s'ils vous offrent un panda, c'est l'un des plus grands honneurs. Je crois que récemment, ils ont repris leur panda de l'Amérique. L'Amérique ne peut plus avoir ses pandas. Les relations avec le président russe Vladimir Poutine ont atteint un niveau sans précédent. Xi a qualifié Poutine d'ami le plus proche et de plus grand collègue, des sentiments qui ont certainement fait froid dans le dos des observateurs occidentaux. Donc nous allons lire les remarques liminaires de chacun de ces hommes, a déclaré Poutine, président Xi Jinping, mon cher ami, mesdames et messieurs, je suis très heureux de recevoir le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, en Russie. Cette visite d'État du président chinois a lieu en une année qui marque une date importante, le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre nos pays. Je suis heureux de constater que les relations russo-chinoises ont atteint un niveau sans précédent. Il s'agit d'un véritable partenariat global et d'une interaction stratégique. Xi Jinping et moi-même entretenons des contacts étroits. Nous échangeons régulièrement des visites, nous nous entretenons en marge d'événements internationaux et nous accordons une grande attention à la coopération russo-chinoise dans les domaines politiques, économiques, humanitaires et autres. Et il continuera encore et encore. Et si nous descendons, nous allons lire ce que Xi a dit. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir en compagnie de mon vieil ami, le président Poutine. C'est ma première visite d'État en Russie, au cours de mon deuxième mandat à la tête de l'État chinois. C'est aussi ma 8e visite en Russie, depuis 2013. Le président Poutine et moi-même avons établi d'étroites relations de travail et une forte amitié. Nous nous sommes rencontrés près de 30 fois au cours des 6 dernières années. La Russie est le pays étranger que je visite le plus souvent, et le président Poutine est l'un de mes amis les plus proches et un grand collègue. C'est le meilleur reflet du haut niveau des relations bilatérales et de l'étroite coopération stratégique entre la Chine et la Russie. Et nous avons eu des discussions très productives et ça continue, ça continue. Donc, j'ai pas envie de dire oui, ils sont de bons amis. Ils sont vraiment en train d'enfoncer le clou. Et il paraît qu'ils sont en fait de bons amis. Hein. Mais cela ne veut pas dire que la Russie et la Chine sont de bons amis. Il y a peut-être une sorte de bromance entre eux, de romance, mais le gouvernement russe ne fait pas vraiment confiance à la Chine. Et vice-versa, comme on peut s'y attendre. Mais il s'agit probablement d'une amitié légitime entre les deux hommes. Donc ils annoncent un partenariat sans limite en 2022 lors des Jeux Olympiques de Pékin. C'est ce que cela dit, 2022, partenariat sans limite. En 2023, nous sommes en pleine guerre d'Ukraine et Xi Jinping se rend à Moscou avec un plan de paix en 12 points. Il a une idée de la façon dont ils peuvent mettre fin à la guerre. C'est un plan très imparfait. Il ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Mais il s'implique dans la guerre en Ukraine et s'y rend le 20 mars. Ce qui est important, c'est que le 19 mars, le tribunal international alors désolée, je me souviens plus du nom. Le tribunal pénal, merci. Oui, le tribunal pénal a mis en place, a émis un mandat d'arrêt contre le président Poutine pour crimes contre l'humanité. Ils avaient enlevé des enfants de l'Ukraine. Donc, le 19 mars, il y a un mandat d'arrêt contre Poutine. Et le 20 mars, il reçoit une visite de son meilleur ami.
Donc c'est pour ça que ça vaut la peine d'être noté. Je vous remercie. Donc nous venons de passer en revue les principales étapes de cette période. Mais vous savez, ils interagissent beaucoup, comme ils ont interagi 30 fois en l'espace de quelques années. Enquête sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, en raison de la déportation et du transfert illégaux d'enfants de l'Ukraine vers la Russie. Donc c'est pas... C'était pas seulement Poutine. Il y avait une femme qui était ministre de l'enfance, ou quelque chose comme ça. Donc il y en a 2 d'entre eux qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Ok. Voilà pour l'histoire. Alors maintenant, je veux vous présenter quelqu'un. Cet homme s'appelle Martin Dimitrov. Je vais écrire son nom ici. Martin Dimitrov, né en Bulgarie. Il est aujourd'hui professeur de sciences politiques à l'université de Tulane, en Louisiane, je crois. Donc, Martin avait 14 ans en Bulgarie lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. La Bulgarie, c'est était l'un des États satellites de l'Union soviétique. Et elle a suivi le même schéma que la Russie. Elle s'est effondrée, elle a commencé à s'effondrer en 89, le 9 novembre 1989 en fait. On a demandé là au président russe de démissionner, ce qu'il a fait le jour suivant, etc. Et c'est ainsi que le régime communiste bulgare a commencé à s'effondrer. Et ensuite il s'est complètement effondré en 1991. Donc Martin avait 14 ans lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Et il ne l'a pas compris. Et il a passé sa vie à faire des recherches sur ce sujet. Il a écrit un livre qui a été publié cette année, qui s'appelle Dictature et information, résilience des régimes autoritaires dans l'Europe communiste et la Chine. Ce qui l'intéresse, ce qu'il a commencé à faire, c'est commencer à comparer la chute de la Bulgarie, qui reflète bien sûr celle de la Russie, avec celle de la Chine. Et sa question est la suivante: pourquoi certains régimes s'effondrent-ils et pourquoi d'autres restent-ils au pouvoir? Donc je vais partager avec vous quelques notes tirées de ses écrits. Son intérêt pour la Chine était basé sur des raisons pour lesquelles certains régimes communistes s'avèrent permanents dans certains contextes. Pourquoi certains s'effondrent-ils et d'autres survivent-ils? Les régimes autoritaires sont répressifs. Donc la répression, c'est lorsque vous contrôlez d'autres personnes ou d'autres choses par la force. Donc les régimes autoritaires sont répressifs, mais comment survivent-ils lorsque la répression n'est pas le principal mécanisme permettant d'assurer la pérennité du régime? Donc il s'agit de savoir comment ils survivent. Peuvent-ils survivre avec uniquement la répression? C'est la question. Donc lui va discuter. Donc c'est pas lui qui a inventé ça, c'est quelque chose, quelqu'un en a déjà parlé, mais il va discuter de ce qu'on appelle le dilemme du dictateur. Le dilemme du dictateur. Peut-être que je vais lire directement du texte. L'un des défis fondamentaux de la gouvernance autoritaire a été la difficulté d'obtenir des informations fiables sur l'état d'esprit du public.
Ce problème a été identifié pour la première fois dans la littérature classique sur la dictature, qui postule que les autocrates opèrent dans un vide informationnel parce qu'ils n'ont aucun moyen de connaître les opinions de l'homme de la rue. Donc lorsque vous dirigez un pays à régime autocratique, vous ne pouvez pas savoir ce que pense le peuple. Et c'est un problème, parce qu'alors quel est le degré de répression à utiliser? Comment équilibrer la répression? Et donc ce qui se passe, c'est que les régimes ont tendance à réprimer à outrance. Et que se passe-t-il quand on réprime trop? Lorsque nous avons examiné le cycle dynastique, nous avons constaté qu'il y avait une rébellion. En fin de compte, il y aura une rébellion. Donc il faut savoir quel degré de répression utiliser ou trouver d'autres moyens de garder le contrôle. Ça, c'est le dilemme du dictateur, car on ne sait pas ce que les gens pensent, parce qu'ils ont trop peur de dire ce qu'ils pensent. Les travaux ultérieurs se sont appuyés sur ces idées fondamentales, affirmant que la répression exacerbe le problème d'information parce que les citoyens des dictatures ne sont pas disposés à révéler leur véritable niveau de soutien au système par crainte de représailles en cas de critique. Au lieu de montrer leur opposition au régime, les individus s'engagent dans la falsification des préférences. Ils mentent. Ce qui se manifeste par une participation réticente à des actes rituels de dissimulation publique, tels que les rassemblements de masse obligatoires et les élections non compétitives. Donc, ils se rendent au rassemblement et vont voter aux élections non compétitives. Pensez à certaines élections, par exemple, qui ont été truquées. Les gens sont allés voter, même s'ils savaient qui allait gagner. Je me dis... je me souviens plus, ça me reviendra. Mais en tout cas, c'est comme si le dictateur disait « Mais est-ce que vous m'aimez ?» Et ils sont là « Oui. » « Est-ce que vous m'aimez vraiment, vraiment ?»« Oui, oui. » Ils vont dire ce qu'ils doivent dire, ils feront ce qu'ils doivent faire. Et l'empereur, le dictateur, l'autocrate ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Et ça, c'est le dilemme. La falsification des préférences rend les dictateurs fondamentalement incertains, puisqu'ils ne peuvent pas connaître leur véritable niveau de soutien et risquent donc d'être déposés par une révolution ou un coup d'État. Il en résulte l'attente théorique d'une durée de vie relativement courte pour les autocraties. Et c'est généralement ce qui se passe, les autocraties ne durent pas longtemps. Et pourtant, nous voici avec la Chine. Comment la Chine a-t-elle duré depuis 1989? En fait, depuis 1949. Comment le Parti communiste a-t-il duré? Il va continuer à parler de la remarquable longévité de la dictature communiste. Et il va le faire en comparant la Bulgarie et la Chine, ce qui pourrait aussi bien être une comparaison entre la Chine et la Russie. S'il s'intéresse à la Bulgarie, c'est parce que c'est là où il est né. Donc quand on pense à Xi Jinping, il y a deux choses qui le hantent. La première, c'est la chute de l'Union soviétique en 1989. Nous pensons comprendre l'histoire. Personne ne comprend mieux cette histoire que les Chinois, le Parti communiste. Ils l'étudient parce qu'ils ne veulent pas le répéter. Ils veulent apprendre tout ce qu'ils peuvent sur la chute de l'Union soviétique communiste. Il y a une autre histoire qui les hante. Est-ce que quelqu'un veut le deviner? Si vous avez le renversement en 1989, quelle est l'autre histoire? J'ai retourné le tableau, mais quelle histoire, d'après vous, les inquiéterait? Il n'y a pas eu de renversement à Taïwan, donc ils ne s'inquiètent pas de Taïwan, ils la veulent simplement, ils veulent l'apprendre quand ils l'apprendront quand ils la voudront. Est-ce la fin de la dynastie Qi? Quand la dynastie impériale est arrivée?
Non, mais c'est une bonne tentative. Sur notre ligne, notre histoire. Après 1989. Après 2001. Où avons-nous vu des changements de régime? L'Afghanistan ou l'Iran? Oui, vous vous rapprochez. En 2008, qu'est-ce que nous marquons? Le printemps arabe. Donc, si vous comparez, est-ce que vous voyez la logique? Le printemps arabe, avec 1989, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Est-ce que vous avez une idée de ce qui différencie la raison et quelles seraient les raisons de cet effondrement ou de l'effondrement des régimes? Quelle est la différence? Donc si je reviens ici, ça pourrait peut-être vous aider. 1989 marque quoi prophétiquement? Temps de la fin. Et qu'est-ce qui est introduit ici? Change of regime. Un changement de régime? The internet? Internet? Le web mondial. L'information maintenant a un rôle important dans l'effondrement de l'Union soviétique. C'est pourquoi il a écrit le livre Dictature et information. Ils veulent savoir comment l'information est traitée, comment les gouvernements la traitent, comment elle affecte l'humeur du peuple. Mais en 1989, comment pouvons-nous comparer cela à 2008? Le printemps arabe, qu'est-ce qui a balayé cette région? Quel a été le catalyseur des soulèvements du printemps arabe? Les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu aussi leur rôle? Oui, les réseaux sociaux. Facebook. Est-ce que je peux dire Twitter? Bref. En tout cas, les plateformes des réseaux sociaux. Oui. Donc on n'a pas ça. Donc il y a des similitudes, il y a des différences. Donc vous pouvez voir. Donc si vous êtes hanté par ces deux histoires et vous voulez en tirer le maximum d'enseignements et ne pas les répéter, vous devez également être en mesure de contrôler les réseaux sociaux. Donc nous allons parler de l'information. Donc je vais l'écrire ici. Le printemps arabe. Réseaux sociaux. Le rôle des réseaux sociaux dans ces soulèvements est très important. Donc ici en 1989, on y reviendra, Donc comment les dirigeants peuvent-ils connaître l'humeur du peuple? Dimitrov explique comment l'information fonctionne dans une société. Et il dit qu'elle fonctionne horizontalement et verticalement. Donc, mettons le dictateur ici et le peuple ici. Alors, j'aurais pu le mettre un peu plus haut. Dictateur. Le peuple. Donc il y a trois façons principales d'obtenir des informations sur l'humeur du peuple. La première consiste à organiser des élections équitables et concurrentielles.
Vous savez ce que pensent les gens parce qu'ils peuvent voter. L'autre moyen, c'est d'encourager les protestations. Les gens ont le droit de protester. Vous savez ainsi ce que pensent les gens. Vous voyez combien de personnes se rendent sont présentes aux protestations, combien soutiennent cela. Et le troisième chose, c'est le journalisme d'investigation. Un média libre. Ce sont les trois moyens par lesquels l'information sur ce que pense la population en général, ce qu'elle veut, ce dont elle est satisfaite, ce dont elle n'est pas satisfaite, est transmise aux dictateurs, aux dirigeants, n'importe qui d'ailleurs, n'importe qui au gouvernement. Le problème, c'est que ces trois moyens de collecte d'informations sont des informations horizontales. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que tout le monde pense. Si vous pensez au référendum sur la voix, nous avons des sondages qui sont réalisés. Nous avons des articles qui sont écrits. Nous savons que le non va l'emporter sur le oui. Nous voyons des protestations, nous voyons des mouvements, des gens qui marchent dans les rues et qui se rassemblent dans les parcs, etc. Il y aura un référendum et cela dira au gouvernement exactement ce que les personnes veulent et ce qu'ils pensent. Donc c'est une information qui se répand dans toute la population. Les dictateurs ne veulent pas cela. Les dictateurs ne veulent que des informations verticales. Donc ça, il faut s'en débarrasser. Nous devons trouver un moyen de savoir ce que vous pensent les gens et de le transmettre directement, uniquement aux dirigeants. Et cela résoudra apparemment le dilemme du dictateur. Donc lorsque nous parlons de l'Internet, on va revenir ici. 2001, la Chine adhère à l'Organisation mondiale du commerce, dont nous avons longuement parlé. Et cette adhésion a été encouragée le gouvernement américain, Bill Clinton en particulier, et sa présidence de la Maison-Blanche ont vraiment fait pression pour que la Chine rejoigne l'Organisation mondiale du commerce. Et pourtant, il y avait des inquiétudes, il y en avait des inquiétudes concernant les droits de l'homme. Toutes sortes de raisons pour lesquelles la Chine ne devrait pas être autorisée à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, mais l'une d'entre elles, c'était l'impact croissant d'Internet et la manière dont la Chine allait utiliser cette technologie. Donc il s'agissait d'une préoccupation légitime qui a conduit au vote en faveur de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Donc je voudrais partager avec vous un discours que Bill Clinton a prononcé en mars 2000. Donc cela est tiré du New York Times. Voilà les paroles de Bill Clinton sur la Chine. Ce sont des extraits du discours prononcé par le président Clinton à la School of Advanced International Studies de l'université Johns Hopkins. Nous allons en lire une partie. Voilà Bill Clinton qui parle. La plupart des détracteurs de l'accord conclu avec la Chine dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ne remettent pas sérieusement en question ses avantages économiques. Ils sont plus enclins à dire des choses comme celle-ci. La Chine est une menace croissante pour Taïwan et ses voisins.
Nous ne devrions pas la renforcer, ou bien la Chine viole les droits du travail et les droits de l'homme. Nous ne devrions pas la récompenser, ou encore la Chine est un dangereux proliférateur. Nous ne devrons pas lui donner les moyens d'agir. Ces préoccupations sont valables, mais la conclusion de ceux qui en ont fait un argument contre la Chine ne l'est pas. De même, l'adhésion de la Chine à l'OMC ne l'est pas. La question n'est pas de savoir si nous approuvons ou désapprouvons les pratiques de la Chine. La question est de savoir quelle est la chose la plus intelligente à faire pour améliorer ces pratiques. Le changement que cet accord peut apporter de l'extérieur est tout à fait extraordinaire. Bill Clinton va donc soutenir que si nous les laissons entrer, qu'ils ouvrent leur économie et qu'ils sont beaucoup plus influencés par l'étranger, eh bien on pourra voir que la Chine changera. Il est dit ici que les changements que cet accord peut accorder de l'extérieur sont tout à fait extraordinaires. Mais je pense que l'on peut dire que ce n'est rien comparé aux changements que cet accord provoquera de l'intérieur en Chine. En adhérant à l'OMC, la Chine ne se contente pas d'accepter d'importer davantage de nos produits, elle accepte d'importer l'une des valeurs les plus chères à la démocratie, la liberté économique. Plus la Chine libéralisera son économie, plus elle libérera le potentiel de sa population. Et lorsque les individus auront le pouvoir non seulement de rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves, ils exigeront d'avoir davantage leur mot à dire. Donc il dit là que le peuple va s'exprimer, que les gens auront beaucoup plus de contrôle si nous les laissons adhérer à l'OMC. Donc je voulais aller en bas de son discours. C'est l'avant-dernier paragraphe. Il dit que lorsque la Chine adhérera à l'OMC d'ici 2005, elle éliminera les droits de douane sur les produits de technologie de l'information, ce qui rendra les outils de communication encore moins chers, meilleurs et plus largement disponibles. C'est à moitié vrai, à moitié faux. Nous savons à quel point l'Internet a changé l'Amérique et nous sommes déjà une société ouverte. Imaginez à quel point il pourrait changer la Chine. Alors, il ne fait aucun doute bien sûr que la Chine tente de réprimer l'Internet. Bonne chance. C'est un peu comme essayer de clouer de la gelée au mur. Alors aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet et entendre Bill Clinton prononcer ce discours. Et quand il fait cette déclaration, il le dit, il rit en le disant. Il n'a aucun doute que la Chine tente de réprimer l'Internet, bonne chance. C'est comme si on essayait de clouer de la gelée au mur. Et toute la salle éclate de rire. Ils pensent que c'est extrêmement drôle. Mais je vous dirais que leurs efforts ne font que prouver à quel point ces changements sont réels et à quel point ils menacent le statu quo. Ce n'est pas un argument pour ralentir les efforts visant à intégrer la Chine dans le monde. C'est un argument pour accélérer cet effort. En bref, l'argument était qu'ils ne seraient pas en mesure de contrôler l'Internet. L'Internet, c'est pas un problème. Vous ne pouvez pas le clouer au mur. Eh bien, il leur a fallu un certain temps. Mais ils ont mis au point le grand pare-feu et ils ont prouvé qu'on pouvait le clouer au mur. Ça leur a pris du temps, mais la Chine contrôle l'Internet dans son pays. Et ce qu'ils font avec leur Internet, c'est ce qu'ils se procurent des informations. Nous n'avons plus de temps et je n'ai plus de notes cohérentes, mais lorsque nous pensons à l'information qui passe verticalement du peuple au dictateur, cela se fait à l'aide de la technologie de l'information, de la technologie de surveillance, et pas seulement en surveillant le peuple. Parce que, en effet, si vous vous souvenez de 1989, de l'Allemagne de l'Est, de la chute du mur de Berlin, ce pays, la RDA, la République démocratique allemande, est dirigé par le Stasi. Le Stasi, c'est leur police secrète. C'est quoi leur vrai titre? C'est un état de surveillance.
Staatssicherheit, c'est l'une des institutions les plus détestées et les plus redoutées du communisme. Il s'agit du ministère de la Sécurité de l'État. Donc en Allemagne de l'Est, ils avaient 100 000 agents de la Stasi qui exerçaient une surveillance. Ils disposaient de 170 000 informateurs. Et ces 270 000 canaux de communication sur les gens n'ont pas pu empêcher la chute du mur de Berlin. Donc, ils peuvent recueillir des informations, mais il arrive parfois que toutes les informations ne suffisent pas à maintenir le régime au pouvoir. Donc, ce sont les leçons que la Chine tire de l'histoire. Vous avez besoin d'informations, mais vous avez également besoin d'autres outils avec ces informations pour vous assurer que votre régime reste au pouvoir. Donc, nous allons laisser ce sujet de côté pour l'instant, nous y reviendrons parce que nous voulons examiner le rôle que joue la technologie et l'intelligence artificielle en Chine. La façon dont ils l'utilisent pour légitimer leur régime, pour prendre le contrôle et pour garder le contrôle, devrais-je dire. Et aussi comment garder la majorité de leurs citoyens satisfaits et heureux. Donc sur cela, je vais revenir ici. Ce qu'a réalisé le parti chinois après les méthodes de Mao Zedong ici ont été un échec total. Des millions de personnes sont mortes avant 1989. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de... je ne devrais pas dire qu'ils ont eu l'idée, mais ils ont utilisé la pratique du pain et du cirque. Je vais l'écrire ici. Pain. Martin Dimitrov parle de cela. De pain et de cirque. Donc, le pain et le cirque. Par pain, le régime se rend compte qu'il doit donner quelque chose à son peuple. Des biens de consommation. Ils ont besoin de choses. Peu importe qu'il s'agisse de produits bon marché, puisque ce pays était l'un des plus pauvres du monde avant les réformes économiques. Au même titre que la Corée du Nord aujourd'hui. Donc ils ont commencé à ouvrir le pays et à faire entrer des produits, des biens de consommation. Dans l'Antiquité, on appelait ça du pain. À notre époque, ça s'appellerait un téléphone. Cirque, divertissement. À l'époque romaine, il s'agissait peut-être du Colisée. À l'époque de la guerre froide ici, on appelait ça les Jeux Olympiques. La question dans cette guerre froide était de savoir qui allait remporter le plus d'or. La Russie, la Chine ou les États-Unis. Donc les divertissements. Et bien sûr, ça ce n'est qu'un exemple. Donc à cette époque, le pain et le cirque, rien n'a changé. Mais le pain et les cirques se développent. C'est pourquoi les Jeux Olympiques de Pékin étaient si importants pour la Chine. Ils les ont rassemblés. C'était une campagne nationaliste. Donc vous avez besoin de la technologie, de l'intelligence artificielle pour obtenir des informations, mais il faut aussi donner quelque chose en retour à la population. Donc nous allons nous pencher davantage sur ces questions pour comparer les villes de la province de Xinjiang, là où sont les Ouïghours, avec les provinces qui utilisent la même technologie et dont les habitants sont très satisfaits. Donc, on est sur la même longueur d'onde, la technologie peut réprimer un peuple, et d'un autre côté, elle peut permettre aux gens d'être satisfaits. On en reparlera un peu plus. Pour résumer, donc, nous avons examiné l'histoire de la Chine dans ses grandes lignes, le cycle continu des dynasties qui ont suivi le même schéma.
Puis nous sommes arrivés en 1989, tout était en place pour que ce modèle se poursuive, mais nous avons assisté à une répression sévère. Et depuis lors, le temps de la fin a commencé pour la Chine. Mais elle a mis en place d'autres moyens pour maintenir son régime au pouvoir. Ils pensent que c'est légitime. Donc, Xi Jinping, comme nous l'avons vu, va utiliser de vieilles tactiques, pas nécessairement des tactiques communistes, pour rester au pouvoir, pas seulement pour contrôler le peuple, comme nous le verrons la prochaine fois, mais également pour arrêter les factions au sein de son propre parti. Donc vous vous souvenez qu'en 1989, il n'y a pas seulement des gens qui protestent, mais il y a également un parti profondément divisé. Donc il a dû faire face à ces deux situations, et nous y reviendrons la prochaine fois. Nous avons examiné le dilemme du dictateur, c'est-à-dire comment lire efficacement le peuple. Vous allez devoir utiliser d'autres moyens que ceux utilisés par les démocraties occidentales. Vous ne pouvez pas organiser d'élections parce que vous êtes un État à parti unique. Les élections n'existent pas. Le journaliste d'investigation est à craindre. C'est l'une des choses pour lesquelles ils se sont battus sur la place Tiananmen. Ils voulaient que les médias soient libéralisés. Et quelle était l'autre chose? Les manifestations, le droit de protester. Donc pour contrer cela, ce que vous devez faire, c'est que vous devez lire les gens avant qu'ils ne se manifestent. Il faut une surveillance prédictive. L'Allemagne de l'Est savait ce que les gens ressentaient à ce moment-là. Avec les nouvelles technologies, ils peuvent prédire ce que les gens pourraient ressentir à l'avenir, ce qu'ils pourraient faire à l'avenir. Donc ils ont la capacité de prédire le comportement grâce à cela. C'est quelque chose que la Tsatsi n'avait pas, malgré l'abondance de données qu'elle collectait et les informations qu'elle collectait. Les données qui peuvent maintenant être obtenues grâce à la technologie leur permettent, combinées à l'IA, de faire de l'ingénierie sociale sur la population. Et ce que nous regarderons la prochaine fois. Il y a une autre chose que j'aimerais partager. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons fait jusqu'à présent? Il me reste 5 minutes, je vais partager quelque chose d'autre, c'est un peu différent. 2001. Qu'est-ce qu'on marque là-bas? Qu'est-ce qu'on marque là? À quelle balise faisons-nous référence dans Acte 27? 2001, première ligne. Je vous mets un peu au test. 9/11. Le 11 septembre. Euroclydon? Euroclydon, oui, mais je vais écrire Sidon. Et vous vous souvenez ce que représente Sidon? Le faux prophète. False prophet, Terry. Le faux prophète, qui est les États-Unis. And there's another characteristic of Sidon. Il y a une autre caractéristique de Sidon, et on le voit honestly be the last page I turn to. If I give you a clue, si je vous donne un indice, Ézéchiel 28, Joël 3, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Sidon? What you say, Wally?
I said refreshing. J'ai dit le rafraîchissement? Oh, you were, yes, refreshing. Oui, le Yep, rafraîchissement, oui. that's right. Tout à fait. Yep, anything else? Autre chose? How What about do Terry? do you remember? Yes? Okay, Joel 3, Ezekiel Joël 28. 3, Ézéchiel 28. Does that ring a bell with anybody? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? What do you see along with Qu'est-ce que Sidon? nous voyons avec Sidon? Islam. Islam? Not in Joel 3 or Pas dans Joël Ezekiel 3 ou dans Ézéchiel 28. 28. Remember, Joel isn't about Islam. Joël ne parle pas de l'islam en tout cas. Threefold union. La triple union. You always see Sidon, On voit Tyre, toujours and a Sidon conglomerate of et un conglomérat de puissance. Ce conglomérat de puissance peut changer. Il peut s'agir de la côte de la Palestine, il peut s'agir des rois des îles. The kings of the islands, etc. So we see a threefold Donc nous power. pouvons voir une triple So we puissance can ici. see the United Donc States. nous We pouvons can voir see les the false États-Unis, nous prophet pouvons voir le in faux this. prophète dans cette histoire. We just read the false On prophet. vient de lire qu'il y a le faux prophète. Regardez comment Bill Clinton a prophétisé les effets de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et nous voyons le conglomérat de puissance puisque nous avons l'Organisation mondiale du commerce. Donc nous avons notre faux prophète, nous avons notre conglomérat de pouvoir. Que manque-t-il? Tyr. Tyr doit faire partie de cette histoire donc, c'est-à-dire la bête, Bit more information. un peu plus d'informations, The papacy. la papauté. So I just want to mark the papacy. Donc je veux juste that marquer in la all this papauté. history, there are two Dans toute cette main histoire, landmarks. il y a deux balises principales où nous voyons la First of papauté. them is in La 2000. première, c'est en 2001. What did the papacy do? Qu'est-ce que la papauté a fait en 2001? It's a New York Times article. Donc là, c'est un article du New York Times, vous pouvez le regarder, il y en a beaucoup. Le pape s'excuse pour les erreurs de l'Église catholique en Chine. Le pape Jean-Paul II s'est excusé aujourd'hui à Chine pour les erreurs commises par les missions de l'Église catholique romaine dans ce pays et a exprimé sa ferme volonté d'établir des relations diplomatiques complètes avec Pékin. Donc, le pape fait pression depuis des années pour normaliser les relations avec la Chine, mais aucun des deux partis ne s'est déclaré prêt à procéder au changement qu'exigeraient des relations diplomatiques. Le Vatican reconnaît toujours Taïwan, ce qui constitue un obstacle pour les Chinois, et la Chine n'autorise pas les catholiques à reconnaître l'autorité du pape. Donc la première étape a été franchie en octobre, là où le pape s'est excusé pour les erreurs de l'Église catholique. Donc, souvenez-vous que les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine comme la Chine légitime en... C'était quand? 1959, n'est-ce pas? 1979. En 1979. Il n'y a, je crois, qu'environ 14 nations dans le monde qui reconnaissent actuellement Taïwan, qui ont des relations diplomatiques avec Taïwan, et l'une d'entre elles, c'est l'État du Vatican. C'est le dernier des États européens à reconnaître Taïwan. Donc lorsqu'en 2001, la papauté fait ses premiers pas pour se réconcilier avec la Chine et présente ses excuses, ensuite, en 2021, en 2018, le Vatican signe un accord historique avec la Chine, mais les critiques dénoncent cette capitulation. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Chine a dit « Ok, vous pouvez avoir des églises catholiques, les catholiques peuvent pratiquer leur culte librement en Chine, mais nous choisissons vos évêques. » Vous en souvenez-vous? Il y a eu un accord avec Pékin sur la nomination des évêques, une étape dans la tentative du pape François
de rétablir les relations diplomatiques. On pourrait probablement passer beaucoup de temps sur ce sujet, mais je tiens simplement à le mentionner. Cela a profondément divisé l'Église catholique, parce que ces factions sont divisées, parce que certains disent « vous nous trahissez ». Mais le pape François est catégorique sur la nécessité d'une alliance avec la Chine. Donc le Vatican et la Chine ont annoncé hier la signature d'un accord historique sur la nomination des évêques catholiques. Une avancée sur une question qui, pendant des décennies, a alimenté les tensions entre le Saint-Siège et Pékin et contrecarré les efforts visant à établir des relations diplomatiques. Donc c'est le seul pays au monde qui choisit les évêques. La papauté choisit ses propres évêques, merci beaucoup, mais elle permet au gouvernement chinois de choisir les évêques de Chine. Ce n'est pas rien. On va peut-être s'arrêter là, mais la crainte, c'est qu'une fois que le Vatican aura reconnu la Chine comme la Chine légitime et qu'il aura des relations diplomatiques avec la Chine, il devra rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan. Et la crainte, c'est que la plupart des autres pays suivront, car tous les autres pays qui auront des relations diplomatiques avec Taïwan, dont 13 ou 14 seulement, ce sont des pays catholiques d'Amérique du Sud et s'effondreront comme un château de cartes. Et il n'y aura que très peu de pays, voire aucun, qui reconnaîtront Taïwan et qui auront des relations diplomatiques avec elle. Cela mettra Taïwan dans une situation encore plus difficile. Donc il faut garder à l'esprit que nous pouvons marquer nous pouvons marquer la papauté en 2001 et à nouveau en 2018. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à dire sur ce sujet, mais nous en tiendrons là pour le moment. Donc si vous avez des idées ou des questions, on va d'abord terminer par une prière et ensuite nous pourrons parler un petit peu plus si nécessaire. Inclinons la tête. Notre Dieu d'amour qui est dans les cieux, nous te remercions pour l'aperçu que nous avons du web mondial, du temps de la fin, de la colère des nations et de leur rassemblement, et de l'aperçu prophétique de ce que cela représente pour nous aujourd'hui, parce que tu as enlevé le voile qui donnait une compréhension stéréotypée de la façon dont les nations réagissent les unes avec les autres, interagissent les unes avec les autres. Donc nous te demandons de nous aider à continuer à nous aider pour que nous puissions comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et le futur qui est face à nous. Nous prions Seigneur pour toutes les personnes, pour le reste de ce jour de sabbat, pour qu'ils puissent être consacrés à des activités qui en valent la peine. Nous te demandons de continuer à être présent et à nous guider. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.